Salut à tous, c'est Julien Pense, bienvenue pour un carré du geek nerdy un peu spécial. C'est l'approche du Black Friday, le moment de frénésie, la fièvre acheteuse comme on dit, comme on dit en France. Euh, c'est aussi le moment, si vous avez un moment pour acheter du matos dans l'année, il faut avouer que c'est quand même plutôt le bon jour puisqu'il y a évidemment plein de promos sur Amazon, qu'il y a forcément comment dire, Amazon fait l'effort de gérer ça de la meilleure manière avec des livraisons rapides, etc. Donc, vous pouvez être fan d'Amazon ou pas, mais bon, en l'occurrence, le plus grand choix de matos quand même, faut avouer qu'en France, il n'y en a pas 50. Il y a LDLC et matériel.net, mais plutôt LDLC, un peu moins matériel.net, même si j'ai commandé chez les deux et j'adore les deux. Il y aura des promos, j'imagine, chez les autres magasins que Amazon, mais je vous ai fait des liens Amazon dans la description. Donc tout ce dont je vais parler là maintenant, vous regardez dans la description et vous avez le lien. J'ai mis aussi le prix, qui est le prix au moment où j'enregistre cette vidéo. Cette vidéo, je l'enregistre un peu en avance parce que pendant le Black Friday, je serai en train de travailler chez RTFX en workshop. Donc je ne pourrai pas enregistrer la vidéo le jour même. Donc je ne peux pas savoir quelles vont être les promos, mais je peux vous donner déjà les pièces qu'il faut surveiller pour le Hackintosh. Et si ça tombe sur une promo au Black Friday, ben, tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Donc là j'enregistre le 8 novembre, donc j'enregistre vraiment en avance. Mais ça change pas grand chose. De toute façon, le Hackintosh, vous êtes obligé de sélectionner des pièces en fonction de la compatibilité. Donc on va faire un petit tour sur ce qui est possible. Je suis pas fan d'une marque en particulier, je suis pas là pour choisir une religion plutôt qu'une autre. Il y a les fans voilà, en carte graphique, EVGA, il va y avoir les fans de Zotac, les fans de Gigabyte, les fans de Asus. Moi, tout ça, je m'en tape. Je prends en fonction des dispos et de ce qui marche et du meilleur prix au moment où je choisis. Voilà, il y a quelqu'un qui aura une mauvaise expérience avec telle marque et va vous dire non, prends plutôt telle autre. Cette même marque, il y a quelqu'un d'autre qui aura une autre mauvaise expérience avec et va vous dire non, prends l'autre. Bref, je vous laisse éviter la guerre de clochers, ça sert à rien. Donc au niveau du Hackintosh, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, on va partir sur la dernière génération de cartes mères. Et donc, alors l'avant-dernière génération, parce que justement il y a 3 semaines, la 9e génération de processeurs Intel qui est sortie, qui est un peu plus rapide, mais on arrive au bout du bout de l'architecture Skylake, parce qu'on est toujours sur cette architecture finalement. Les seules choses qui ont été faites sont l'ajout de cœur pour répondre au Ryzen d'AMD, et des petites améliorations de fréquence, mais la nouvelle architecture de Intel se fait cruellement attendre, il patauge bien dans la semoule, y compris avec les nouveaux procédés de gravure. Bref, c'est un peu calme chez Intel. Tout ça pour dire que vous feriez mieux, si, selon moi, quitte à monter un Hackintosh, de prendre l'architecture la 8e, donc chipset Z370, et vous feriez mieux d'économiser quelques euros plutôt que de prendre la 9e qui en plus, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est pas encore exactement complètement compatible puisque aucune machine Apple n'est sortie avec la 9e génération. Donc pour mettre un Hackintosh sur Mojave ou enfin 10.14 ou Icera 10.13, ça marche, il suffit d'injecter un identifiant pour faire croire au système que c'est la 8e génération. Bon, bref, en bidouillant un tout petit peu, on y arrive, mais l'avantage de la 8e génération, c'est que maintenant, 10.14.1, le dernier Mojave, il y a des machines qui tournent avec ça. Le dernier Mac Mini, par exemple, il utilise ce type de processeur, donc c'est pleinement supporté par le système, il n'y a plus besoin de bidouille, le iGPU est reconnu automatiquement. Bon. Donc du coup, ça veut dire que cette génération précédente vous fait économiser de l'argent pour une différence de performance qui est négligeable, et en plus, vous prenez moins la tête à la configuration. Donc c'est du gagnant-gagnant. Si vous voulez absolument monter de la 9e génération, ok, pas de problème, mais préparez-vous à bidouiller un petit peu. Si vous regardez cette vidéo 6 mois après, évidemment, je pense que le temps que Apple sorte une machine avec la 9e génération de processeurs Intel, peut-être les nouveaux iMac qui sont toujours pas mis à jour et qui utilisent toujours la 7e génération, alors peut-être que ça vaudra le coup. En tout cas, en termes de carte mère, moi je vous conseille, si vous voulez vraiment un truc, si vous voulez un tank, celle que j'ai à l'écran en ce moment, donc Gigabyte Z370 Aorus Gaming Set, tout marchera là-dessus, le son, le USB 3, le réseau, enfin tout. Sauf que, comme d'habitude, avec ce chipset, il y a un tout petit peu de bidouille à faire pour mapper les ports USB 3 correctement. Donc, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais je vous invite à consulter d'autres chaînes ou surtout Tony Mac X86 sur les forums ou le forum Hackintosh de MacBidouille, mais vous allez devoir en gros probablement configurer Clover aux petits oignons pour avoir les ports USB 3 qui soient mappés correctement, c'est-à-dire tous les USB 3 qui fonctionnent. Voilà, on va pas entrer dans les détails, mais il y a une limite de ports USB qui est en action
depuis High Sierra et avec ce chipset là qui fait que tous les ports ne sont pas forcément reconnus. C'est un peu chiant, je vous l'avoue, à l'époque on n'avait pas ce problème avec les générations précédentes, mais bon, aujourd'hui c'est le cas, et c'est le cas avec toutes les cartes mères, donc c'est pas la peine de se prendre la tête. Donc c'est une carte mère qui coûte cher, 300 euros, je vais être tout à fait honnête avec vous, c'est si vraiment vous cherchez la meilleure carte mère possible, avec du type C 3.1, avec vraiment un shield assez joli, avec des très bons condensateurs, enfin voilà, c'est le haut de gamme de la carte mère en Z370, ça coûte 300 balles, c'est pas donné, mais si vous voulez faire une station de travail, un vrai tank, partez plutôt là-dessus. Moi, à titre personnel, j'ai mis moins d'argent que ça, euh, parce que j'avais pas ce budget-là, je vais être hyper honnête avec vous. Si vous avez la chance de l'avoir, allez-y, mais si vous voulez ne pas être déçu, avoir une marque, c'est quand même Asus, et ne pas payer 300 balles, vous avez celle-là, Z370p, donc pour prime. Il y a un peu moins de choix en matière de connectique que sur la Gigabyte, en l'occurrence il y a un port PCI Express 16 en moins, donc si vous voulez avoir un setup avec beaucoup de cartes graphiques pour faire du calcul parallèle 3D en OpenCL, ce genre de truc, ou en métal, puisque le but c'est de faire un Hackintosh, donc je sais pas, si vous voulez faire du Resolve à bloc, du gros montage vidéo et avoir trois cartes qui tournent en même temps, là vous pourrez pas parce qu'il n'y a que deux connecteurs, donc voilà, si on exclut tous les cas de figure un peu velus en termes de rendu vidéo ou 3D, et que vous voulez tourner avec une ou deux cartes maximum graphiques, vous avez là deux ports PCI Express qui suffit évidemment amplement, et tout le reste, pareil, c'est configurable avec le Hackintosh. Il faut aussi s'emmerder un petit peu à configurer les ports USB 3, il faut aussi s'emmerder un petit peu à choisir la bonne injection pour l'audio, pour l'arrière, enfin, si vous branchez le son à l'arrière, à l'avant ça marche tout de suite. Mais c'est pleinement reconnu. Alors là, vous allez me dire, en ce moment j'enregistre avec Windows, donc c'est un peu gonflé de faire une vidéo sur le Hackintosh. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur mon système avec le Hackintosh. J'ai fait des tutos d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais c'était Hackintosh qui tournait derrière. Tout ça pour dire, voilà, je vais cracher cette carte mère, c'est celle qui tourne en ce moment même, et c'est celle qui tourne sur mon boot. En l'occurrence, j'ai essayé, ça tourne très bien avec la dernière version de 10.13.6, donc le dernier High Sierra. J'ai essayé Morave dessus, j'ai eu quelques petits soucis, et ça vient pas de la carte mère, ça vient de la carte graphique en fait, de ma Vega 64, on va en parler juste un petit peu après. Mais tout ça pour dire 10.13.6, High Sierra, ça tourne au poil, et si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne vous jetez pas sur Morave 10.14, ça vient tout juste d'arriver. Moi, ma politique pour le Hackintosh, c'est d'utiliser la dernière version du système précédent, celle qui est la plus aboutie. Clairement, Morave, au moment où j'enregistre cette vidéo, on vient à peine de passer en 10.14.1, donc la première révision. C'est encore un peu jeune pour du Hackintosh, à mon sens. Qu'est-ce qui justifie que vous avez besoin du tout dernier macOS, à part vous attirer des emmerdes? Au moment où j'enregistre cette vidéo en tout cas, donc novembre 2018, voilà, bon, voilà, si j'étais vous, je resterai tranquillement sur un High Sierra éprouvé, sur lequel vous allez trouver beaucoup de documentation sur les forums, forcément, puisque tout le monde s'est cassé les dents dessus, mais depuis longtemps. Là, Morave, tout le monde essaye de s'y mettre, il y aura de plus en plus de docs, mais c'est encore jeune, donc forcément, il y a moins de docs. Imaginez que vous voulez mettre 10.14.1 avec la 9e génération d'Intel, bah forcément vous faites partie des premiers, donc c'est vous qui allez essuyer les plâtres, il n'y aura pas beaucoup de gens qui pourront vous aider, donc voilà. Donc sur le Hackintosh, j'ai toujours privilégié la sécurité, c'est-à-dire on prend un truc que tout le monde a déjà essayé, dont on sait que ça marche, comme ça au moins on ne prend pas trop de risques. Je pars du principe que vous faites un Hackintosh pour bosser quand même, hein, donc je ne vais pas non plus vous jeter dans la gueule du loup, à vous dire allez-y, dernière version, 9e génération d'Intel, foncez, voilà. Le but c'est de bosser, donc autant ne pas s'attirer d'emmerdes inutiles. Donc au niveau du processeur, donc je vous ai sélectionné les trois qui sont pleinement compatibles, du meilleur au moins bien, donc i7, i5, i3, donc le i7 8700K que j'ai moi en ce moment, pareil qui est moins cher, vous le voyez que la 9e génération, donc 480 € au lieu de 540, vous gagnez quand même 60 balles, 60 balles plus là où on va gagner ailleurs, au final vous pouvez vous payer quasiment un SSD avec, entre la 9e et la 8e génération, donc franchement pour la différence de performance, sauvegardez un peu de sous et mettez-le là où ça vaut vraiment le coup, quoi. Donc en l'occurrence, pas dans le processeur de dernière génération. La différence entre 8700 et 9700K, elle sera pas vraiment complètement dingue. Qui plus est sur le 9700K, très étonnamment, ils ont désactivé l'hyperthreading. Donc ça veut dire que vous allez avoir moins de corps finalement. Il faudra passer au 9900K si vous voulez avoir l'hyperthreading, si vous faites appel à des applications qui sont assez parallélisées. Bref, le i7 8700K, c'est vraiment dans le haut de gamme, enfin le haut de gamme grand public, hein, parce qu'évidemment il y a les i9 ensuite, les gros pros, et les Xeon, mais voilà, dans le grand public, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix, ça tabasse, 6 corps, 12 fils, pour 480 €. Si vous voulez y mettre un peu moins, ce qui est tout à fait compréhensible, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est à 300 € sur le i5 8600K, donc ça veut dire que
on va se retrouver avec 6 cœurs mais pas d'hyperthreading, si mes souvenirs sont bons et que je raconte pas de conneries. Voilà, ça turbo jusqu'à 4.3, vous pouvez l'overclocker sans problème si vous avez un bon ventilateur, enfin un bon système de refroidissement, ce qui dans une tour PC devrait pas être un problème. Pour tout vous dire, moi mon 8700K, je peux l'overclocker à 5 GHz de longue. Ça ronronne un tout petit peu, ça fait évidemment un tout petit peu de bruit, pas beaucoup, mais ça en fait un tout petit peu. Là par exemple, je ne l'entends juste même pas en fait, mon système. Euh, donc autant dire que si vous mettez 5 GHz, vous allez l'entendre un tout petit peu, c'est pas non plus scandaleux. Bref, le i5 s'overclock aussi. Si vous êtes vraiment parti plutôt pour une machine d'entrée de gamme, vous n'avez pas beaucoup de budget, mais vous voulez quand même faire des trucs et ne pas être limité aux retouches photo, vidéo sur votre Hackintosh, mais bon, vous n'avez pas monté de la 8K, mais un peu de montage vidéo. Le i3 est quand même un excellent processeur et ça coûte 200 €. Donc c'est la réponse de cette génération au Ryzen qui était l'année dernière vraiment bien positionné en entrée de gamme, mais finalement le i3 s'est bien rattrapé. Donc on a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Donc voilà, une gamme de prix de 200 à 480 €. À vous d'étager en fonction de votre budget. Inutile de dire que la carte mère que je vous ai montrée au tout début, la Gigabyte, à 300 € n'a pas spécialement d'intérêt si vous voulez y mettre un i3 dessus. Donc essayez de dimensionner les choses quand même. Prendre une carte mère qui coûte une blinde avec une tonne de trucs et avec un tout petit processeur. Ça va pas l'empêcher de... tout va bien tourner, c'est juste que... Ou alors vous pensez au futur, vous dites pour l'instant je mets un i3 et peut-être que dans 2 ans je prendrai un i7. Alors dans ce cas-là, ok, mais bon, essayez quand même de dimensionner les choses, ça sert à rien de faire le grand écart entre processeur tout bas de gamme et carte mère ultra haut de gamme, c'est pareil avec la RAM en fait. Donc ensuite on aborde le sujet GPU. Alors là, gros sujet, j'ai fait une vidéo dessus. Apple est historiquement, en tout cas depuis quelques années maintenant, exclusivement AMD. Il n'y a plus aucune machine qui tourne avec Nvidia. Cependant, paradoxalement, pour le Hackintosh, le Nvidia, ça a toujours été assez facile à installer, puisqu'il y a les WebDrivers. Alors attention, gros attention, pour 10.14 Mojave, je ne sais même pas comment on prononce en français avec le faux accent anglais, mais 10.14, la dernière version de macOS, il n'y a pas, au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'y a pas de pilote Nvidia. Certainement pas pour la dernière génération de Nvidia de cartes, qui de toute façon ne sert à rien puisque ça coûte une blinde, et le seul intérêt c'est d'avoir l'optimisation RTX, le ray tracing dans les jeux. Aucun jeu n'est sorti en ce moment, pour le moment, et de toute façon pour faire du Hackintosh ça vous servira à rien. Donc on ne parle même pas de la génération de cartes Nvidia. Mais quand bien même, les cartes d'avant, la génération 10, donc Pascal, qui sont elles très intéressantes, très puissantes, et en plus leurs prix ont baissé forcément, eh bien il n'y a pas de driver non plus pour 10.14. Donc en gros, si vous voulez tourner avec macOS le dernier 10.14, il n'y a pas de driver Nvidia. Point barre. C'est aussi simple que ça. Il y a quelques bidouilles qui visent à forcer l'installation en faisant croire au driver qu'il tourne sur High Sierra. Alors autant dire que là... et en plus au final pour des performances qui de toute façon sont pourries, le seul truc que ça sert à faire c'est juste faire tourner l'écran dans une résolution à peu près correcte, c'est-à-dire avoir à peu près de la 2D quoi. Mais bref, c'est pas exploitable. Vous voulez bosser avec votre Hackintosh, oubliez. Pas de Mojave avec Nvidia pour le moment. Si vous regardez cette vidéo en février 2019, peut-être que ce sera fait. Mais bon, pour l'instant, ça ne l'est pas. Donc en gros, si vous voulez du Mojave, bah, vous êtes obligé de prendre du AMD. Alors chez AMD, évidemment, le plus péchu, c'est de prendre Vega 64. J'ai une Vega 64 en ce moment. Je vous ai mis la Saphir, qui est actuellement à 543 € sur Amazon. C'est pas donné, mais c'est pas cher pour une Vega 64, et c'est même pas cher non plus pour des performances de ce type, puisque vous êtes au niveau du 1080 GTX, et surtout, elle est reconnue de boîte sur le Hackintosh, avec cependant un problème, en tout cas avec ma version, moi j'ai une version Power Color, les ventilos vont partir à fond, tant que vous ne lancez pas QuickTime avec une vidéo H264. Donc oui, vous allez dire, c'est complètement con. En fait, pas tant que ça, c'est-à-dire que tant que vous ne faites pas appel, si vous ne faites pas appel au décodeur H264 de la carte, les sons du système fonctionnent mal, enfin celle de la carte fonctionne mal, il n'y a pas de dialogue entre les deux, et tant que ce décodeur ne se met pas en place, elle se met à fond en ventilo. C'est complètement débile, mais c'est comme ça. Alors après ça mange pas de pain, hein. Vous lancez QuickTime avec une vidéo H264, vous n'avez même pas besoin de la lire, juste vous lancez le QuickTime avec le H264. Et en tout cas chez moi, mais j'ai vu aussi sur les forums plein de gars à qui c'est arrivé, la carte reprend un fonctionnement normal. À savoir la mienne, elle est parfaitement silencieuse, tant qu'on ne tape pas dedans. Dès qu'on fait un rendu avec Final Cut ou Resolve, évidemment, elle se met à faire un peu plus de bruit puisqu'elle est sollicitée. Donc c'est assez étonnant. Apparemment, il n'y a pas le problème sur les Vega 56, donc pareil, c'est un peu la loterie, mais apparemment c'est beaucoup moins répandu. Et si vous voulez vraiment la carte la plus standard pour du macOS, que ce soit sur Mojave ou sur High Sierra, il n'y a rien à faire, il y a juste à la mettre dedans, c'est RX 580. Si vous avez vraiment pas de sous, RX 570, mais ça commence à être dommage.
notamment si vous avez pris un i7, un gros processeur, de monter une petite carte, ça fera quand même bien le job, beaucoup mieux que la puce graphique intégrée. Oubliez de travailler sur la puce graphique intégrée, comme sur le Mac mini par exemple. J'ai essayé juste pour voir, pour la déconne, c'est franchement un rendu qui va faire 50 minutes avec la puce graphique intégrée, il en fait 10 avec la Vega 64, à projet équivalent. C'est juste 5 fois plus rapide suivant certains projets, et même plus rapide si vous mettez des effets dessus. Donc, si vraiment vous n'avez pas beaucoup d'argent à mettre sur cette config, prenez au moins une RX 570, si possible 580, mais ne vous dites pas je prends pas de carte graphique du tout et je tourne sur la puce graphique intégrée, c'est pas très conseillé. Alors si vous voulez du High Sierra et que vous ne prévoyez pas spécialement de faire de Final Cut, la solution Nvidia est tout à fait possible sur le Hackintosh, et donc on a aussi différents étages en termes de performance. La meilleure de l'architecture Pascal, vous le savez, c'est la 1080 Ti, c'est pas donné évidemment, comptez 750-800 euros. Ici, je vous ai mis une version EVGA, donc qui est vraiment la version la mieux refroidie, elle est overclockée de base, elle est hyper stable. J'ai déjà eu du EVGA par le passé, c'est vraiment des tanks. Il y a une super garantie, il y a un bon support client, enfin bref, ça roule. C'est vraiment du bon matos. Donc je vous ai mis deux EVGA en 1080 Ti ou 1070 Ti. Donc à peu près 750-800 euros ou à peu près 500 euros pour la 1070 Ti. Donc 1070 Ti, c'est l'équivalent à peu près d'une 1080, c'est-à-dire à peu près l'équivalent d'une Vega 64. Donc vous voyez que finalement, entre la Vega 64 qui est à 580 ou là qui est à 500, et je parle dans les jeux, après dans les applications style Final Cut par exemple, la Vega 64 est bien meilleure. Donc à voir en fonction de ce que vous utilisez comme application. Si vous faites plutôt du Resolve et que vous utilisez plutôt CUDA, que ce soit dans Premiere CUDA, Resolve CUDA ou Blender CUDA ou Cinema 4D et que vous utilisez le moteur de Cinema 4D, vous pouvez passer sur du Nvidia, avec CUDA ça marchera très bien. Donc sans savoir ce que vous faites, c'est difficile de vous répondre, mais je suis tenté de vous dire, à part Final Cut qui va vraiment privilégier AMD, pour tout le reste, ce sera soit jeu égal, soit un peu mieux chez CUDA, enfin c'est un peu mieux avec une Nvidia suivant les applications. Voilà, c'est difficile de répondre. Mais bon, les WebDrivers sont disponibles pour High Sierra, donc ça s'installe les doigts dans le nez. Si vous avez encore un peu moins de sous, vous pouvez prendre du 1060 GTX et vous pourrez aussi jouer évidemment en plus de travailler. Donc pas de souci, donc c'est tout de suite un peu moins cher, c'est 230 euros. Et si vous avez vraiment un peu moins de sous, je ne l'ai pas mise, mais vous avez 1050 Ti. Peut-être que je la rajouterai au moment où vous verrez cette vidéo, mais 1050 Ti qui est la carte d'entrée de gamme, qui est la première GTX. Je ne compte pas la 1050 parce que c'est vraiment restreint 1050. Et en plus, vous avez suffisamment de coups d'accord pour quand même bosser correctement. Mais la 1050 tout court, c'est quand même un peu limite, un peu Coca Light, comme j'aime bien dire. Et apparemment, ça fait marrer beaucoup de monde quand je dis ça. Donc voilà, les cartes graphiques AMD ou Nvidia, plutôt AMD si vous êtes sur Final Cut. Mais bon, vous pouvez très bien. Moi, j'ai une Vega 64 et je fais du Resolve sur High Sierra et ça cartonne, ça marche super bien. Et en plus, moi qui fais du screencasting pour les tutos, évidemment, dans QuickTime, je peux enregistrer un écran 4K ou 5K directement avec QuickTime, avec la Vega 64, en 60 fps, ce qu'une 1080 GTX Ti n'arrive pas à faire. Pourquoi elle n'arrive pas à le faire? Parce que le système n'est pas du tout optimisé pour Nvidia. C'est là où on voit que quand même, l'optimisation logicielle fait une grosse partie du travail, à savoir sur Mac, c'est plutôt AMD qui est favorisé pour tout ce qui est proche de Apple et de macOS. Hein, voilà. Si vous utilisez une application qui elle, est super bien optimisée pour CUDA, et je pense par exemple à Blender, faire du Nvidia avec Hackintosh, c'est évidemment tout à fait pertinent. Alors pour le SSD, évidemment, alors par pitié évidemment, prenez du SSD pour monter votre machine. Et tant qu'à y être, prenez du NVMe, c'est-à-dire les disques à mémoire flash à interface PCI Express, pour avoir des débits qui sont au-delà de 1 gigaseconde. C'est mieux que, voilà, évidemment, le SATA qui est limité à 550 mégas. Après, les disques ultra méga giga supra rapides, y compris par exemple ceux du MacBook Pro, il y a un truc qui m'a fait marrer. Sur les MacBook Pro, la dernière génération, tout le monde dit, mais les MacBook Pro, effectivement, alors tout est soudé, on peut rien changer, ils coûtent super cher. Enfin bon, c'est vrai que c'est vraiment des machines professionnelles quand on a tous ces problèmes-là. Mais ils ont un super débit de disque dur, c'est au-delà de 2 Go et demi. Alors, ok, c'est intéressant de mettre du NVMe, c'est intéressant d'avoir un SSD rapide pour le système, mais sans déconner, au-delà d'un giga et demi seconde, c'est-à-dire ce que fait par exemple un SSD Samsung normal, comme vous avez là à l'écran, ça sert à rien. C'est-à-dire que le choix d'Apple de mettre vraiment un SSD plus que giga rapide, c'est stupidement rapide, vous n'allez même pas le sentir. Pourquoi? Parce que pour atteindre un débit de 2 Go et demi seconde, il faut que vous ayez des fichiers qui soient suffisamment gros pour que l'électronique, pour que le contrôleur ait le temps de bourriner autant de données. Un exemple simple, vous démarrez Photoshop, y compris si vous démarrez 10 fois par jour, l'application elle fait pas 30 Go, donc le débit il n'aura jamais le temps d'aller à fond. Alors à moins que vous passiez votre vie à manipuler des fichiers qui font 20 ou 30 Go pièce toute la journée sur le disque du système, je vois pas l'intérêt de mettre des 100 et des 1000 dans les versions pro des SSD,
ou essayer de se dire ah, le MacBook Pro, il me faut absolument un MacBook Pro à 3000 boules parce qu'il a un SSD super rapide. C'est pas un argument. Il aura mieux valu que le MacBook Pro il ait une meilleure carte graphique plutôt que cette merde de 555X ou 560X. Mais bon, après tout, ils vont sortir des nouveaux MacBook Pro avec du Vega d'ici quelques semaines, peut-être même au moment où cette vidéo sortira. Ce qui évidemment ne devra pas être donné, mais bon, avec Apple on a l'habitude. Donc j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas pris le choix d'acheter du Apple. Donc au niveau du SSD, je vous ai fait deux choix. Une grappe de choix à base de 970 Evo, la dernière génération, ou si vous avez un peu moins de sous, pour avoir un peu moins de performance, mais encore une fois c'est négligeable, bah, la génération d'avant, le 960, qui marche aussi très bien, le tout en 250, en 500 ou en 1 Tera. A vous de choisir, vous voyez qu'il y a 10 balles d'écart sur le 250 Go entre les deux générations. Les deux marchent super bien, les deux ont un super débit, donc moi j'ai du 960 Evo, un de 250, un de 500, donc un pour Windows, un pour Mac. Voilà, c'est monté sur la carte mère, c'est hyper propre, pas de nappe SATA, c'est sur le connecteur M2. Du coup, ça fait vraiment des boîtiers très propres, puisqu'il n'y a pas besoin ni d'alimentation ni de nappe SATA. Donc, je vous invite vraiment à passer plutôt là-dessus que les vieux SSD au format 2,5 pouces. Donc, il y en a pour tous les prix, voilà, de 80€ à 320. C'est évident que plus vous avez des SSD spacieux, mieux c'est. À choisir, finalement, peut-être entre un de 500 ou deux de 250. Il vaut peut-être mieux prendre deux de 250. Vous pourrez faire par exemple un avec le système et un autre avec les applications, si vous voulez rester purement macOS Hackintosh. Après, quitte à avoir un PC, si vous êtes un peu joueur, franchement ça vaut quand même le coup d'installer Windows 10, parce que forcément Windows et un PC, c'est fait pour. Et dans ce cas-là, vous pouvez prendre deux SSD et puis avoir un système, et Clover pourra booter les deux sans problème, évidemment. Moi je suis allé jusqu'à booter les trois, puisque j'ai aussi un SSD avec Linux, donc c'est dire si je suis un gros nerd, mais ça, a priori, ça va pas vous surprendre. Bon, pour stocker les données des projets, je vous ai mis une sélection de 3 disques durs. Les deux générations de Seagate Barracuda. Donc en l'occurrence, il n'y a pas grand chose qui les sépare à part le prix, donc j'ai envie de dire allez voir le moins cher, mais si vraiment vous voulez avoir la conscience tranquille et prendre la dernière génération, bon, il y a quand même 40 balles d'écart, je trouve que c'est pas donné, enfin 40 sur 100, ça fait 40%, donc c'est pas mal. Alors je sais qu'il y a toujours des allergiques à une marque de disque dur, parce que voilà, quand j'étais petit, mon disque dur Seagate a craché. Alors depuis, je ne prends plus que du Western Digital, ou quand j'étais petit, mon Western Digital a craché, et depuis, je ne prends plus que du Seagate. Bref, choisissez votre religion, moi j'ai les deux, aucun n'a jamais craché. Je touche du bois, j'ai peut-être de la chatte. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Vous faites en fonction de vos préférences. C'est sûr qu'on est échaudé quand on a un disque dur d'une marque qui a claqué, on se dit plus jamais je prends cette marque. Bon, moi, à mon avis, il faut faire un peu la part des choses, et redescendre un petit peu à la science. Vous êtes tombé sur les 0, peut-être 1% de pièces défaillantes sur ce modèle, sur cette marque, voilà, pas de cul, ça est tombé sur vous. Ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Voilà, donc du coup, prenez, vous voyez qu'entre le 4 Tera de Seagate ou de Western Digital, il y a 104€ ou 106€. Peut-être que donc il y aura moins au moment du Black Friday quand vous verrez cette vidéo, ce que je vous souhaite. Voilà, mais c'était bon disque dur, moi j'ai que ça, je dois en avoir une dizaine, ça marche super bien. Faites vos choix en fonction de vos besoins, évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre du 4 Tera. Et à la fin, un truc important quand même pour avoir du Wi-Fi et du Bluetooth. Sur le Hackintosh. Alors le mieux c'est d'avoir les composants utilisés par Apple de base. C'est-à-dire que vous allez avoir un composant Bluetooth et Wi-Fi monté sur la même carte en PCI Express qui fait appel au même chipset que ce qu'il y a dans les machines Apple. Et donc du coup, pas de driver, ça marche out of the box comme on dit, OOB, c'est-à-dire vous mettez le truc et puis dès l'installation de Sierra, iSierra, vous allez avoir le Wi-Fi qui peut fonctionner, le Bluetooth si vous voulez brancher un clavier souris sans fil. Bon, je vous déconseille pour l'install quand même, je vous conseille plutôt de faire du filaire. Et en plus, cette carte que vous avez là à l'écran, qui est mal notée pour je ne sais quelle raison, mais bon, je sais que on est plusieurs à utiliser ça, en tout cas parmi mes potes qui font du Hackintosh. Et ça vous permet d'utiliser, j'ai oublié le nom, iMessage, voilà, ce qui est quand même pas rien. Donc vous pouvez faire du iMessage, vous pouvez faire aussi AirDrop, c'est-à-dire si vous voulez envoyer un fichier sur un autre Mac, AirDrop va fonctionner. Enfin, en gros, toutes les fonctions basées sur le Bluetooth et le Wi-Fi qui sont inclus avec macOS, avec ce truc-là, ça va marcher sans problème puisque c'est le même composant que celui qui est utilisé dans les vraies machines Mac. Donc forcément, macOS, il va y voir que du feu, il va être très content et il n'y aura pas besoin de bidouiller dans tous les sens avec des dongles à la con, les petites, vous savez, les petites clés Bluetooth qui coûtent 10 balles, qui sont pour certaines reconnues avec macOS, mais qui rarement permettent d'utiliser facilement, en tout cas, iMessage, AirDrop et tous ces trucs-là. Sachant que iMessage, il y a une histoire de numéro de série, etc. Donc on va pas en parler dans cette vidéo, mais si vraiment vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour ne pas galérer, vous achetez ça. Et en plus, la portée est très bonne. Et en plus,
Alors les antennes, on se rend pas compte sur la photo, mais elles sont badass. Je ne peux pas vous les montrer, c'est sous la table, mais elles sont comac. Donc c'est très gros, ça veut dire qu'il faut de la place derrière votre machine quand même. Et la bonne nouvelle, c'est que du coup, la portée est excellente, c'est-à-dire qu'en 5 GHz, donc c'est compatible 2.4 et 5 GHz en Wi-Fi. Moi j'ai mon routeur qui est séparé par 2 pièces, donc il y a deux murs d'écart, ou 3 murs, non 2 murs. Et j'ai une réception de fou, donc comme j'ai la chance d'être fibré, je fais du 250-300 mégasecondes en Wi-Fi, mégabits, donc 30 mégaoctets secondes en Wi-Fi, ce qui est quand même pas mal, hein. Ça veut dire c'est quasiment un USB 2, comme si j'étais en local, quoi. Donc c'est plutôt pas mal, et la carte bon, ne bronche pas, quoi. Donc pour du Hackintosh, voilà, je vous conseille ça. Évidemment, si vous montez une machine hors Hackintosh, que vous regardez cette vidéo parce que vous voulez éventuellement avoir un truc pré-compatible Hackintosh, voilà, vous pouvez peut-être prendre autre chose, mais si vous pensez installer un Hackintosh, prenez plutôt ça, vous serez tranquille. Et puis bon, 26 €, franchement, c'est pas non plus, pour un truc Wi-Fi plus Bluetooth, c'est pas non plus complètement dingue. Un petit détail, vous le voyez ici, il y a un petit truc, je sais pas si on le voit bien, mais pour le branchement, en fait, vous allez devoir brancher pour certains modèles un câble USB sur un USB à 3 ou 4 pins, je me souviens plus, sur la carte mère en bas. C'est-à-dire en gros le module Bluetooth est en USB, mais ça passe à l'interne dans votre boîtier. Donc vous avez un header Bluetooth 2 en bas, USB 2, vous branchez votre Bluetooth là-dessus. De toute façon c'est expliqué dans la notice, ça prend 2 minutes. On le voit ici, le câble là. Voilà, c'est ce qu'il y a au milieu de l'écran. Ça se branche sur la carte et le header va en bas, tout en bas sur la carte mère, là où il y a tous les headers USB. Ce qui fait que le Wi-Fi est géré par une puce sur le PCI Express, et il y a une autre puce qui, elle, est interfacée USB. C'est assez curieux, mais bon, en tout cas, ça marche bien. Et c'est le mieux que j'ai trouvé pour le réseau sur Hackintosh. Nous voilà déjà à 27 minutes de vidéo. Je pense avoir fait un tout petit peu le tour. On aurait pu voir plus de cartes mères que ça, mais je vous ai donné celle où je sais qu'il y a des reports comme quoi ça marche. Alors déjà, l'Asus, bon, ben, moi je sais que ça marche puisque c'est ce que j'ai. Et la Z370 Aorus est la plus haut de gamme que j'ai trouvée, dont je sais qu'il y a une Golden Build sur Tony X86. Donc je sais qu'il y a des gars qui ont réussi à tout faire fonctionner avec, sur High Sierra en tout cas. Voilà, si vous devez vous souvenir d'un truc à l'issue de cette vidéo, c'est que si vous voulez installer le dernier macOS 10.14, ne prenez pas de carte Nvidia. Pour l'instant, il n'y a pas de driver, donc ne faites pas la connerie parce que vous allez avoir des surprises. Pour l'instant, au moment où j'enregistre cette vidéo, le seul moyen d'avoir du Nvidia chez macOS, c'est de rester en High Sierra, et c'est de toute façon ce que je vous conseille de faire, puisque High Sierra est arrivé à maturité, il a reçu toutes les mises à jour les plus importantes, alors que Mojave vient juste d'arriver depuis septembre. On n'est qu'à la première révision, et il y aura clairement encore un petit peu de flottement au niveau du Hackintosh pour ce système, et qui plus est, pour bosser, ça n'apporte rien à Resolve, rien à Final Cut, rien à Photoshop, rien à Premiere, ça ne rapporte rien du tout pour les applications de photos et de vidéos, qui est, je pense, le but du jeu si vous voulez monter à Hackintosh. J'imagine que si vous voulez jouer, vous allez juste faire un PC sur Windows, donc je vous dis, faites-le, hein, si vous voulez jouer, ne jouez pas sur Mac. Vu que vous allez monter un PC, utilisez plutôt Windows, vous aurez évidemment de bien meilleures performances. Pour les titres qui sont présents sur les deux systèmes, vous avez au bas mot 15% d'écart au minimum, et ensuite ça peut monter à beaucoup plus que ça, suivant certains jeux. Donc quitte à avoir un Hackintosh, autant se mettre un petit Windows si on veut jouer, vous aurez les performances les mieux possibles par rapport à vos composants, que ce soit sur AMD ou que ce soit sur Nvidia, puisque dans les deux cas, de toute façon, les drivers sont meilleurs sur Windows, évidemment. Voilà ce qu'on pouvait dire, donc j'espère que ça vous servira à faire votre petit shopping du Black Friday. J'ai enregistré en avant parce que je peux vraiment pas enregistrer le jour J, c'est-à-dire enregistrer le 23 au matin et vous publier ça. Donc j'espère que vous aurez des bonnes affaires à faire. Dans tous les cas, ces composants-là sont bons pour faire du Hackintosh, donc Black Friday ou pas, vous pouvez vous y référer si vous voulez acheter une config maintenant. Sinon, je vous conseille, vu que je vais sortir cette vidéo juste avant le Black Friday, je vous conseille, attendez au moins le 23, hein, histoire de voir, on sait jamais. S'il y a des bonnes affaires à faire, s'il y en a, tant mieux, s'il n'y en a pas, tant pis. J'espère que ça vous sera utile pour choisir votre config Hackintosh de fin 2018. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Posez-moi vos questions en bas si vous en avez pour votre configuration. J'essaierai de vous répondre. Je ne vous cache pas que j'en reçois énormément, donc c'est hyper difficile de répondre à tout le monde. Mais je ferai de mon mieux pour être disponible. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao, ciao.